Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 18 mars de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. Les défis sécuritaires imposent une cohérence des actions, a dit le président Patrice Talon. Depuis le début de l'année, la police et la gendarmerie nationale ne sont plus qu'une force dénommée police républicaine. L'invité de ce numéro de Carte sur table, M. Armand Zizinokwe, ancien ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, va opiner sur cette réforme. Le second gros dossier de cette émission, c'est l'affaire ICC Service, un scandale à la Madoff. Comme le disent certains, la plus célèbre affaire donc d'escroquerie de l'histoire du Bénin. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'en est-il de cette affaire vous concernant, monsieur le ministre? Eh bien, quelques éléments de réponse dans les minutes à suivre. Monsieur le ministre, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. À la fin de cette émission, vous allez nous dire un mot sur la crise sociale actuelle, sur le projet de réforme du système partisan et bien évidemment sur les 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Monsieur le ministre, sachez que vous êtes écouté également dans le nord du pays grâce à Urban FM de Paraco en synchronisation. Vous êtes également suivi dans le monde entier grâce à l'application Aussi FM 48.6 téléchargeable dans Play Store. Et puis enfin, vous êtes également sur la télévision aussi web. Merci donc d'avoir accepté de suivre cette émission. 2 numéros pour intervenir dans cette émission à partir de 10h05. Le 65 00 24 24. Ce n'est pas le 61 05 24 24 comme annoncé bien sûr précédemment dans les différents réseaux sociaux, mais c'est le 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19. Installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci de nous préférer et bienvenue à vous tous. Alors, monsieur le ministre, rebonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous-même? Ça va très bien. Vous avez la forme, hein? Je suis très en forme. Tout à fait. Très en forme. Ça se voit, hein? Alors, question très simple, aux questions de curiosité, monsieur le ministre, pour démarrer cette émission. Alors, qu'est-ce que vous faites actuellement depuis que vous avez quitté votre poste du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité pour cette émission. C'est vous qui m'avez invité, hein? Tout à fait. On a fait des pluies de grues quand même. Ça n'a pas été facile, mais au moins vous avez accepté. C'est déjà quand même pas. C'est vous qui m'avez invité, donc je n'ai pas démarché l'émission, je n'ai pas négocié. Non. On a essayé parce que ça fait longtemps que vous avez tout à fait. Je suis qualifié. Tout à fait. Surtout par rapport à la question sécuritaire. Exactement. Il a été enseigné de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Merci. Donc, moi-même, je suis un ingénieur principal d'État public de catégorie exceptionnelle. Hors catégorie. Ouais, donc je suis hors catégorie. Donc, j'ai fini mes 30 ans de carrière. Ah oui. Mes 30 ans de carrière. Vous êtes à la retraite, non? Carrière bien accomplie. Mes 30 ans de carrière. Donc là, maintenant, je suis un consultant indépendant. Donc, je suis un homme politique. Je suis un homme de réflexion. Donc, ça va bien. J'ai très bien ma vie. C'est ça. Très bien ma vie. Il y a des appels par-ci, par-là. Voilà. C'est mieux que le ministre, d'être ministre très sollicité. Là, vous êtes indépendant, totalement indépendant. On sait que quand on est ministre, souvent on est sollicité. La pression du chef de l'État, il y a beaucoup de choses quand même. Quand même aussi, sur le plan financier, c'est pas mal aussi. Oh, est-ce qu'on va dire que c'est pas mal? Alors, monsieur le ministre, vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a engagé plusieurs réformes depuis bientôt 2 ans qu'il est à la tête du pays. Alors, parmi les grandes réformes qu'il a entreprises, donc il y a une dans le domaine de la sécurité, la création de la police républicaine, qui est la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Alors, monsieur le ministre, vous avez tenu dans ce pays, tout le monde le sait, les rênes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pendant plusieurs années. Tout à fait. Que pensez-vous de cette réforme très rapide? Merci pour la question. Cette réforme, elle est nécessaire. Elle est indispensable. C'est une très bonne réforme. Elle est obligatoire. Et c'est une réforme qui s'impose à nous. Si nous voulons avoir de meilleurs résultats dans la lutte contre la sécurité au Bénin, cette réforme, elle est incontournable. Donc vous la jugez franchement pertinente? Plus que pertinente. Elle est incontournable. Cette réforme-là, elle est incontournable. Et je salue le courage du président Patrice Talon pour avoir opéré cette réforme. Pour moi, c'est un homme d'exception. Pour avoir opéré cette réforme-là,
c'est un homme d'exception et rentre dans l'histoire du Bénin pour avoir opéré cette réforme. C'est une chance pour le Bénin. Quand il a été ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, et il a eu le courage d'opérer cette réforme-là, le président Patrice Talon est véritablement une chance pour le Bénin. Et pour continuer, je voudrais saluer les députés qui ont voté la loi, les différentes lois dans le cadre de cette réforme. Ces députés ont rendu un grand service à la nation béninoise. On n'était pas en sécurité, c'est ça? Oh non, je vais venir là. Je vais en venir. Voilà. Je suis venu, je vais en venir. Il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre. Les auditeurs aussi vont comprendre. Et je voudrais aussi saluer la commission présidée par mon ancien collègue, le général Ressou, pour le travail qu'ils ont abattu dans le cadre de cette réforme. Quand nous allons évoluer, vous allez voir. Nous allons voir la loi. C'est ça. La loi qui porte création de la police républicaine. C'est la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. Et qu'est-ce que la loi dit? La police républicaine est une force unique de sécurité intérieure. Une force unique de sécurité intérieure. Le mot unique là a tout son sens. Ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y avait pas une seule force unique avant. Avant, il y avait deux forces. Il y avait la police nationale, il y avait la gendarmerie nationale. Vous voyez, il y avait deux forces. Le Bénin est un, hein? Le Bénin est deux ou bien un. Le Bénin est un. Le Bénin est indivisible. Le Bénin est un. Et à l'intérieur de ce Bénin qui est un, il y avait deux forces avec deux différents commandements. C'est ça le nœud. Deux forces. La police nationale avec son commandement, la gendarmerie nationale avec son commandement. Et pour une même mission. Vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est ça. Parce que je vous dirais, je caricature la chose pour que vous puissiez bien comprendre. Je suis arrivé ici pour expliquer les choses aux auditeurs. Pour que les auditeurs comprennent ce dont il est question. Que je sais de quoi je parle. Ce dont il est question pour comprendre la justesse de la réforme. La pertinence de la réforme. Vous voyez. Donc, il y avait deux forces avec deux différents commandements pour une même mission. Ouais, quand moi j'étais jeune, on m'a dit que la gendarmerie, c'est pour les zones rurales. Et la police, c'est pour les zones urbaines. Mais, vous voyez, la situation a évolué de telle manière que vous retrouvez la gendarmerie aussi dans les zones urbaines et vous retrouvez la police dans les zones rurales. Donc, il y avait un problème. Il y avait un problème. Vous voyez, quand vous prenez, des fois, dans la même zone, les deux forces sont face à face. Les deux forces sont nez à nez, dans la même zone. Ouais. Nous-mêmes, on était conscients que cette situation ne peut pas perdurer. En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, quand j'étais au poste... Oui, vous avez mené cette réflexion là aussi? Je vais en arriver là. Oui. On était conscients et convaincus que cette situation ne pouvait pas perdurer. Et il y avait de la concurrence sur le terrain entre les deux forces. Vous voyez, lorsqu'il y a des renseignements, chaque force garde jalousement ses renseignements pour pouvoir faire des prouesses, et on va dire que c'est cette force-là qui a fait des prouesses. C'est une situation qui n'arrangeait pas les populations dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et aussi, bon, tu vois, je suis venu avec le décret avec lequel j'avais travaillé quand j'étais ministre de l'Intérieur. Je suis venu ici, comme j'ai dit, pour apporter la clarification aux auditeurs et à vous-même. Absolument. Donc, ça fait partie aussi du fait qu'on vous a sollicité justement par rapport à ça. Exactement, parce que vous m'avez jugé qualifié. Tout à fait. Pour discuter, pour apporter des explications. On vous a vu à l'œuvre quand vous étiez ministre de l'Intérieur. Exactement. Donc, le décret avec lequel j'avais travaillé, c'est le décret numéro 2017. Donc, c'est le décret numéro 2007-465 du 16 octobre 2007. Je vais lire l'article 2 du décret. Parce que vous m'avez demandé si nous on avait mené la réflexion. On avait mené la réflexion, mais on n'avait pas le courage. Ah oui. On n'avait pas, il faut reconnaître qu'on n'avait pas le courage. Le chef de l'État n'avait pas le courage, puisque vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous avez proposé tout ça au chef de l'État en son temps? Bon, nous on n'avait pas le courage. Moi, je ne veux pas dire plus que ça. On n'avait pas le courage que le chef de l'État, le président Patrice Talon a eu aujourd'hui. C'est ça, ok. Ça peut être que c'est un dirigeant d'exception. Voilà. Si je le dis, je sais ce que je dis. Donc, l'article 2 dit quoi? Pour l'accomplissement de sa mission de sécurité intérieure et de protection civile, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dispose de la police nationale dont il a l'autorité de tutelle. Donc j'étais à l'autorité de tutelle de la police nationale. La police nationale relevait de moi.
et l'article continue, de la gendarmerie nationale, dont le personnel est mis à sa disposition pour emploi. Et la gendarmerie nationale reste organiquement rattachée au ministère de la Défense nationale. Voilà, il y a problème. Il y avait problème. Ah oui, franchement. Tu as vu? Oui. C'est ça, c'est le décret 2007 du 16 octobre 2007. Vous voyez? Donc j'étais à l'autorité de tutelle de la police. Quand on prend la gendarmerie nationale, je n'étais pas son autorité de tutelle. Mais c'est bien à votre disposition. Mais tout son personnel est mis à ma disposition. Oui. Donc il y avait cette situation, c'était une situation vraiment ambiguë. Hein? Je n'étais pas l'autorité de la gendarmerie, mais on me demande d'utiliser le personnel de la gendarmerie. À tout moment, il peut refuser pour dire, bon, vous n'êtes pas qualifié, ou c'est pas. Non seulement il refusait, mais il ne me rendait pas compte. Il ne me rendait pas compte, je n'étais pas l'autorité de tutelle. C'est ça. Il ne me rendait pas compte, comme cela se devait. C'était de la salade russe. Bon, est-ce que c'est de la salade? Je vais vous expliquer les choses. Oui. Voyez. Donc, même, il y a des délégations. Oui. Des gendarmes qui étaient venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous voulons relever de vous. Nous voulons dépendre de vous. La hiérarchie de la gendarmerie. La hiérarchie de la gendarmerie. Nous voulons que vous soyez notre autorité tutelle. J'ai dit, si vous voulez que je sois votre autorité tutelle, c'est à vous-même de mener vos démarches. C'est ça. C'est à vous-même de mener vos courses. Moi, il ne me revient pas, en tant que ministre de l'Intérieur, de dire maintenant. Donnez-moi encore c'était le pouvoir. Il faudra que la gendarmerie relève de moi. Non. Non. Quand on prend les tests, vous relevez du ministre de la Défense nationale. C'est ça. Maintenant, si vous voulez relever le ministre de l'Intérieur, menez vos courses et vos démarches là où vous devez les mener. Si vous les menez et qu'une filée, la décision est prise, et qu'on dit maintenant que la gendarmerie relève du ministre de l'Intérieur, bon, d'accord. Mais ne pensez pas que c'est à moi, le ministre de l'Intérieur, qui va aller mener ces démarches-là. Parce que, vous voyez, il faut toujours éviter les susceptibilités. Donc, quand les gendarmes venaient me voir, c'est ce que je leur disais. Et pour évoluer, quand je vais encore vous lire l'article 52 du décret, je suis venu vraiment pour éclairer l'antenne, bien sûr, des auditeurs, des Béninois. L'article 52, section 2 dit quoi? De la Direction générale de la sécurité publique. Ça dit quoi? La Direction générale de la sécurité publique est chargée, en liaison avec la Direction générale de la police nationale et de la Direction générale de la gendarmerie nationale, de mener des opérations. Parce qu'on n'avait pas le courage. Nous-mêmes, on était conscients que les deux forces, on ne peut pas laisser les deux forces continuer de travailler parallèlement. Il y avait un problème. On était conscient que c'est un même pays. Et il y a deux forces, avec deux commandements différents. On était conscient qu'il fallait faire quelque chose. On ne peut pas laisser les deux forces comme ça évoluer chacun de son côté. Qu'il fallait faire quelque chose. Donc, puisque on n'avait pas le courage de fusionner les deux forces et en faire une seule force, le courage que le président Patrice Talon a eu aujourd'hui, on a dit, bon, trouvons une formule, créons une direction, et la direction se chargera de mettre les deux forces ensemble. C'est ça. La direction se chargera d'initier des opérations qui vont mettre les deux forces ensemble pour faire les opérations. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, à mon temps, il y avait la direction générale de la police nationale, qui a une force à part avec son commandement. Il y avait la direction générale de la gendarmerie nationale, qui a une force à part avec son commandement. Et qui relevait du ministre de la Défense, la police relevait de moi. Nous avons dit, vraiment, cette situation, elle ne peut pas continuer, elle ne peut pas perdurer. Faisons quelque chose, créons maintenant une direction qui se chargera quand même de mettre les deux forces ensemble pour des opérations. C'est en cela qu'on a créé la direction de la sécurité publique. Mais elle est restée inopérationnelle. Pendant tout ce temps, mon frère Hospice, la direction de la sécurité publique est restée inopérationnelle. Parce qu'elle ne pouvait pas mettre les deux forces ensemble pour faire des opérations. Alors, elle ne pouvait pas mettre les deux forces ensemble pour combattre l'insécurité. Elle ne pouvait pas mettre les deux forces ensemble pour la lutte contre l'insécurité. Donc, nous, on était là. On était là. C'était ça. La situation était là. Et bon, puis, voilà. Et voyez, donc, le président Patrice Talon est venu. Il a vu que ces situations, il faut mettre fin à ces situations. Ces situations où c'est un pays,
il y a deux forces, avec deux commandements différents, qui ont la même mission, et il y a de la concurrence sur le terrain, il y a de la rivalité sur le terrain, donc chaque force travaille de son côté, ça ne peut pas continuer. Imaginez-vous, quand vous allez à Saint-Rita aujourd'hui, il y a comme ça, avant, je dis avant, il y a un commissariat, il y a une brigade. Et les deux unités se font face, dans la même zone. Et chaque force garde ses renseignements. Ça peut continuer comme ça. Ça ne peut pas du tout. Ouais, dans ces situations, moi j'ai dit, vraiment, c'est quoi je dis, je salue le courage du bien Patrice Talon, vraiment qui a opéré cette réforme. Une pareille réforme, il faut avoir du courage de l'opérer. C'est ça. Ouais. Donc, je sais de quoi je parle. Vous avez compris que là, maintenant, il y avait une situation ambiguë. Et pour vous le dire, quand on parle de réforme, c'est l'évolution du temps même qui impose les réformes. C'est ça. C'est l'évolution du temps qui impose les réformes. Et c'est les faits qui imposent les réformes. Deux forces dans la même zone, il y avait un problème. Ouais, tu as vu, tout ce que nous, on a dit, la gendarmerie est là, le personnel relève, le personnel est mis à disposition de l'intérieur pour emploi. Monsieur le ministre, on a entendu de la bouche du directeur général de la police républicaine, le général Nazer Honoupé, voilà, que c'est un corps nouveau qui est créé et chacun est nouveau justement dans ce corps. Alors justement, vous avez parlé des avantages qu'on peut dégager de cette réforme. Est-ce que vous aviez été associé justement à cette réforme-là, puisque vous avez tellement avec ce que vous avez dit en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur par rapport à ça? Est-ce que vous a fait appel? Oh, non, j'ai donné les conseils que je dois donner. Dans cette réforme-là, j'ai donné les conseils que je dois donner. Et vous en appelez juste pour les conseils? Oh, j'ai donné les conseils que je dois donner. J'ai donné les conseils que je dois donner. Donc, j'ai exprimé des impressions sur la réforme. Vous voyez, j'ai donné les conseils que je dois donner dans le cadre de cette réforme-là. Parce que vous voyez, moi, je sais de quoi je parle. Tu as vu comment j'ai diagnostiqué la situation, comment j'ai décrit la situation, pour amener les auditeurs à comprendre l'urgence de cette réforme-là. Comment cette réforme, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous. On ne peut pas laisser comme ça la situation perdurer. Nous-mêmes, moi, à mon temps, on était conscients. Nous, on était convaincus. On était convaincus, conscients. Qu'il fallait faire quelque chose. On n'a pas eu le courage d'aller. Le courage avait manqué. Trouvez-vous des inconvénients par rapport à cette réforme? Aucun. J'ai dit aucun inconvénient néant, inconvénient zéro. Mais c'est pas la même formation, la police nationale et la gendarmerie nationale. Oh non. Sur le terrain, comment ça s'est passé? Non. Ensemble, maintenant que les deux forces. Maintenant, vous voyez, j'avais dit qu'avant, il y avait deux commandements. Il y avait deux commandements. La police nationale avait son commandement, la gendarmerie nationale avait son commandement. Aujourd'hui, maintenant, c'est une seule force avec un seul commandement. C'est ça. C'est ça l'important de la chose. Une seule force avec un seul commandement. Quand c'est un seul commandement, vous-même voyez déjà ce que ça va être, les résultats. Donc, inconvénient zéro. Inconvénient aucun, inconvénient néant. Même j'étais surpris parce que les gens m'ont dit, quand vous avez fait passer ce que vous avez l'habitude de faire passer là, on a dit les avantages et les inconvénients. J'ai dit non, il n'y a pas d'inconvénient. Aucun inconvénient. Aucun inconvénient. En tant qu'ancien ministre de la sécurité publique, j'ai dit que la création de la police républicaine n'a aucun inconvénient. Alors, je sais de quoi je parle. Voilà. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'on vous a vu mener avec détermination la lutte contre l'insécurité dans ce pays. Vous étiez pratiquement sur les chaînes de télévision, les radios. Vous avez reçu les fronts pratiquement. Alors, selon vous, comment faire justement aujourd'hui pour qu'il y ait davantage de sécurité dans le pays? Bon, oui. Pour qu'il y ait davantage de sécurité dans le pays, c'est une question de couverture sécuritaire. C'est ça. Et il faut une bonne couverture sécuritaire du pays. Vous voyez, quand nous prenons, supposons, quand nous prenons le secteur de la santé, et la cartographie sanitaire, vous voyez, aujourd'hui, on est dans le pays, quand on prend le secteur de la santé, par arrondissement, il y a un centre de santé d'arrondissement. Quand on monte au niveau de la commune, il y a un centre de santé communal. Et on réunit 3 communes et on crée un hôpital de zone. Vous voyez? Et quand on monte au niveau du département, il y a un centre de santé et il y a un hôpital départemental. Et maintenant, il y a les hôpitaux de référence, qui sont les CNHU et autres. Vous voyez, ça c'est la cartographie sanitaire du pays, ça. Qui est une bonne cartographie sanitaire. Il faut aussi une cartographie sécuritaire, du pays. Il faudra que systématiquement, tous les arrondissements aient un commissariat. Systématiquement. Il faut rapprocher les unités de sécurité des populations. Systématiquement. Et quand moi j'étais ministre de l'Intérieur, quand j'étais ministre, je suis resté dans cette dynamique-là. Les gens de Calavi étaient venus. À Calavi,
Ouais, avant qu'il y ait des commissariats d'arrondissement dans une commune, il faudra que le commissariat de la commune, on appelle comme ça de localité, soit érigé au rang de commissariat central. C'est quand, vous voyez, à Cotonou, il y a un commissariat central de Cotonou. Ce qui fait que dans chaque arrondissement, l'intérieur de Cotonou, il y a un commissariat d'arrondissement. Oui, c'est comme ça. C'est un peu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gens de Calavi étaient venus me voir. Ils ont dit, monsieur le ministre, mais le commissariat de Calavi, mais il fait quelque chose. Puisque ce n'est pas érigé au rang de commissariat central, nous ne pouvons pas avoir de commissariat d'arrondissement. Quand j'étais là, j'ai érigé le commissariat de Calavi au rang de commissariat central. C'est vous qui l'avez fait dans ce moment-là? Absolument, absolument. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai érigé le commissariat de Calavi au rang de commissariat central. Ce qui m'a permis de créer des commissariats d'arrondissement. À Calavi, il y a plusieurs arrondissements. Bon, mais on n'a pas pu couvrir tous les arrondissements. À mon temps, bon, on a couvert quelques arrondissements. Non, parce que il y a aussi, c'est une question de moyens. Il y a les problèmes infrastructurels. Il faut trouver des infrastructures pour abriter le commissariat. Il y a aussi les moyens humains. Il faut trouver des hommes pour animer le commissariat. Il y a aussi des moyens matériels et les équipements. Donc, j'ai créé quelques arrondissements parce qu'il faut sécuriser. Parce que c'est le développement économique qui engendre l'insécurité. Donc, Calavi a connu pas connaître un développement, il faut sécuriser. Donc, j'ai fait ça. Et à Boycon aussi. À Boycon, j'ai érigé le commissariat de Boycon au rang de commissariat central. Ce qui m'a permis aussi de créer quelques commissariats d'arrondissement à Boycon. À Ouida aussi. J'ai érigé le commissariat de Ouida au rang de commissariat central. Ce qui m'a permis de créer aussi quelques commissariats d'arrondissement. Donc il faut garder cette dynamique-là. Donc il faut une bonne couverture sécuritaire du pays. Aujourd'hui, je pense que nous devons avoir entre 580 et 600 arrondissements. Il faut absolument que chaque arrondissement dispose d'un commissariat. Ce qui fait que les commissariats au niveau des communes qui ne sont pas encore érigés au rang de commissariat central, il faut avoir un plan pour ériger tous ces commissariats au rang de commissariat central. Ce qui va permettre de créer les commissariats d'arrondissement. Ce que j'ai dit là, ça demande de gros moyens et de grandes ressources. Mais le président Patrice Talon, je l'ai suivi, vraiment, il s'est engagé à sécuriser le pays. Il s'est engagé d'abord à faire du recrutement, parce qu'il faut recruter. Il faut recruter. Quand on va évoluer, je vais vous parler du ratio sécuritaire. C'est ça. Le ratio population sur policier. Je vais rapidement. Non, la balle au bon. Non, laisse-moi évoluer. Je sais de quoi je parle. Oui. Donc, j'ai suivi le président Patrice Talon. Aujourd'hui, il est dans la dynamique de mettre des moyens à la dissolution vraiment de la force, de la police républicaine. Vous voyez, donc, les moyens matériels. Nous voyons déjà, parce que nous avons des yeux pour voir, les moyens matériels. Et quand même, on voit déjà que des efforts se font pour doter la police républicaine d'assez de moyens matériels. Nous voyons ça. Bon, il fait ça, c'est très bien. Il y a les équipements aussi. Les équipements dont les policiers ont besoin pour faire le travail. Je pense qu'il est aussi en train de faire, il est dans cette dynamique-là. Il y a aussi les moyens infrastructurels. Les moyens infrastructurels. Vous voyez, il faut construire les commissariats. Imaginez-vous, je suis à Cotonou ici, le 10e arrondissement a un commissariat, mais n'a pas de locaux. Ça, c'est pas de bonne situation, ça. J'ai suivi le chef d'arrondissement du 10e arrondissement. Ouais, donc, il faut ces choses-là. Ça demande de grandes ressources, mais le président, quand même, Patrice Talon, vous voyez, il a dit que quand on le lit, on voit vraiment qu'il est dans la dynamique de doter la force de sécurité intérieure de moyens. Et il a dit qu'il va faire du recrutement. Bon, quand moi j'étais là, en 2009-2010, j'ai lancé un grand recrutement. On a recruté environ 1300 policiers. Ça a été un grand recrutement. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui quand même que la police a un peu d'effectifs. Donc il faut continuer dans cette dynamique. Il faut recruter. Si par an, on peut lancer des recrutements d'environ 1000 policiers par an, chaque année, si on peut lancer des recrutements d'environ 1000 policiers, peut-être sur 6 ans, ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. On aura maintenant, les moyens humains seront là pour combattre l'insécurité. Alors, nous rappelons, monsieur le ministre, que quand vous étiez donc, à votre poste du ministre de l'Intérieur, je parlais du ratio. Justement, vous avez beaucoup plus mis l'accent et insisté sur le concept, bien sûr, donc, de la Non, attends que je vous parle du ratio d'abord. Je parlais aussi du ratio sécuritaire. C'est quoi le ratio sécuritaire? C'est population sur policier.
Aujourd'hui, quand on prend le ratio sécuritaire, au Bénin, c'est à plus de 1000. À plus de 1000, 1200, même 1500. Policiers et habitants pour... un policier. Oui. Ouais, ça, ouais, vous voyez que notre ratio, le ratio est très faible. Hein? Un policier pour plus de 1000 habitants. Ou bien un policier pour même dans des zones, on peut avoir un policier pour plus de 2000 habitants. Oui. Ouais. Donc, on est très loin de la moyenne. On est extrêmement loin de la moyenne. Hein? Ouais, donc, il faudra faire les recrutements pour améliorer le ratio sécuritaire dans le pays. Oui. Je pense que le président est dans cette dynamique-là. Et nous avons le devoir de l'accompagner. Oui, tout à fait. C'est ce que vous faites déjà. Hein, je veux dire, venez expliquer aux populations ce dont il est question, pour qu'ils comprennent la justesse, la pertinence de la réforme. Parce que pour opérer des réformes, il faut être un dirigeant courageux, un dirigeant d'exception. Sinon, vous ne pouvez pas faire des réformes. Mais je pense que donc le président Patrice Talon, il a une chance pour le pays. Vraiment, parlons maintenant de la collaboration entre les populations et les forces de sécurité sur ce concept-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que, selon vous, cela est toujours d'actualité? Oh, c'est plus que d'actualité. Quand j'étais là, je martelais ça. Il faut que les populations collaborent avec la force de sécurité publique. Voilà. Maintenant qu'il y a une réforme, nous aussi, notre vocabulaire doit être réformé. La réforme qu'il y a eu là amène aussi la réforme de notre vocabulaire. Avant, on disait les agents des forces de sécurité publique. Parce qu'il y avait deux forces. Il y avait la police nationale, la gendarmerie nationale. C'est pas on dit les agents des forces de sécurité publique. Maintenant, on va dire les agents de la force de sécurité publique. Ce n'est plus des. Vous voyez? Donc, notre vocabulaire aussi doit être réformé. Sinon, il y a déjà la réforme. Et si notre vocabulaire n'est pas réformé, cela signifie que ça ne marche pas. Donc, il faudra aussi que notre vocabulaire soit réformé. Avant, on disait les agents des forces de sécurité publique. Maintenant, ce n'est plus des forces de sécurité publique. C'est parce qu'avant, il y avait deux forces. C'est pas on disait des forces de sécurité publique. Maintenant, c'est les agents de la force de sécurité publique. C'est ça. Vous voyez ce que je dis. Donc, vous voyez, la collaboration des populations avec la force de sécurité publique est plus que nécessaire. Sans la collaboration, la force ne peut pas faire grand-chose. Tout à fait. Parce que les actes d'insécurité sont commis au sein des populations. Et la population construit une mine de renseignement. La population ne peut pas rester indifférente. C'est une mine de renseignement. Quand la population constate quelque chose d'anormal, ils doivent signaler ça aux agents de la force de sécurité intérieure. Ils doivent signaler ça aux agents de la police républicaine. Vous êtes dans un quartier, vous constatez des choses anormales. Mais il faut signaler ça. Vous êtes dans un quartier, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans un quartier, vous constatez un groupe d'individus, peut-être dans un carré qui n'est pas occupé, qui sont là en train de faire des choses. Mais vous devez signaler ça. Mais si vous ne signalez pas, que vous restez indifférent face à ces choses-là, vous voyez, lorsque ces gens vont commettre des actes d'insécurité, vous allez faire quoi? Alors, monsieur le ministre, je voudrais insister que la collaboration, elle est très importante, nécessaire, indispensable, elle est toujours d'actualité. Et il faudra éduquer la population sur ça. Il faudra faire comprendre aux populations qu'elles doivent avoir le réflexe de collaborer avec la force de sécurité intérieure. Alors, quel message avez-vous donc pour les éléments de la police républicaine et pour la population? Merci. En termes de message, vous voyez, les éléments de la police républicaine, ils sont professionnels. Ils sont très professionnels. Ils sont dévoués, et disponibles. Je les ai eus. J'ai travaillé avec eux. J'ai été leur chef. Ils sont professionnels. Nos policiers, ils sont professionnels, disponibles, dévoués, dynamiques. Ils ont le sens du civisme et du patriotisme. Et ils ont même l'esprit du sacrifice suprême. C'est un sacerdoce. Et chaque fois, je leur dis que c'est un sacerdoce. Ouais. Donc, je voudrais leur demander de garder ça, de garder sa qualité, d'être toujours professionnel, dévoué, disponible, et dynamique, toujours garder le sens du patriotisme. Vous voyez, aujourd'hui, le directeur général de la police républicaine, c'est l'inspecteur de police
Nazaire Ounompé, l'inspecteur général de police. L'inspecteur général de police Nazaire Ounompé. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, les usagers d'Antokpa étaient venus me voir au bureau. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, il y a trop de désordre dans le marché d'Antokpa. C'est ça. Il y a aussi des actes d'insécurité qui se commettaient dans le marché. C'est les usagers qui sont venus me voir. Hein. Ils ont dit, monsieur le ministre, faites quelque chose pour le marché d'Antokpa. Bon. Or, au sein du marché, il y a un commissariat spécial. Le commissariat spécial du marché d'Antokpa. Quand j'étais là, l'inspecteur général de police Nazaire Ounompé, qui est déjà général plus républicain aujourd'hui, il était commissaire principal. Donc je l'ai envoyé à Dantokpa. J'ai dit, je l'ai envoyé à Dantokpa pour mettre de l'ordre. Je l'ai envoyé à Dantokpa. Donc je l'ai nommé commissaire du commissariat spécial de Dantokpa. Il m'a nettoyé Dantokpa. Ah oui. Ah oui. Il m'a nettoyé Dantokpa. En ce moment, il était commissaire principal. Hein? Il était commissaire principal, hein, le général de police Nazaire Ounompé. Quand je l'ai envoyé comme ça dans Dantokpa, en quelques instants, il m'a nettoyé Dantokpa. Je dis ce que je dis, il m'a nettoyé. Il a mis de l'ordre à Dantokpa. Il a fait le travail avec tellement de rigueur, tellement de fermeté, hein, que ces usagers sont revenus me voir pour dire, monsieur le ministre, le commissaire que vous avez envoyé là, sa rigueur c'est trop. Sa fermeté c'est trop. Il faut le renvoyer. C'est ça. C'est vous-même qui êtes venu me voir pour me dire, monsieur le ministre, mets de l'ordre à Dantokpa. Maintenant, je nomme un commissaire là-bas. Il a tellement fait le travail. Maintenant, vous revenez me voir pour dire qu'il est un homme de rigueur, il est un homme de fermeté. Ça, c'est trop. Vous voyez, c'est pour vous dire quoi? L'inspecteur général de police Nazaire Ounompé, c'est un homme de grande rigueur. C'est ça. J'ai été son chef. J'ai été son chef. Il a été un collaborateur très immédiat à moi. Un collaborateur très immédiat, hein? Très immédiat à moi. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, hein, en tant que directeur général de la police. Absolument, absolument. Le président l'a bien fait donc en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, je l'ai dit, c'est un homme de grande rigueur, de grande fermeté. Et quand vous lui donnez les instructions, il va la tête baissée. Oui. Ah, ça, je peux témoigner ça. J'ai été son chef, il a été mon collaborateur immédiat. Parce qu'il était tout le temps dans mon bureau pour me faire le point. C'est une mission que je lui ai commandée. Je lui ai dit, commissaire principal, commissaire président à mon temps, va mettre de l'ordre dans Dantokpa. Il a fait, il a nettoyé Dantokpa rapidement. Donc, voyez. Donc, celui-là, c'est bien. Un homme de rigueur, hein. Et des fois, sa rigueur est tellement une grande rigueur, une grande fermeté, et c'est un homme de résultats. C'est-à-dire, quand vous lui confiez une telle mission, pour lui, il faut absolument qu'il y ait des résultats. Il a été vrai, mais... et son agent aussi, le colonel Yaya Smaïla. Ça, je l'ai eu aussi. Tous les hauts gradés de la sécurité publique aujourd'hui, je les ai eus comme chef. Ils ont été mes collaborateurs. Parce que l'insécurité... Combat l'insécurité. Moi, j'ai pris ça à bras le corps quand j'étais ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique. Pour moi, j'ai pris ça à bras le corps. Moi, vous visitez tout. Je connais le colonel Yaya Soumaïla. Ça, c'est un très bon cadre. C'est un haut cadre de la sécurité publique. Voilà, le binôme, l'inspecteur général de police Nazaire Ounompé et le colonel Soumaïla Yaya à la tête de la police républicaine, c'est un très bon binôme. C'est ça. C'est un très bon binôme. Et je pense que je voudrais dire ici que vraiment que nous sommes sur la bonne voie. Le Bénin est mis sur les rails. Le Bénin est en train d'être mis sur les rails. C'est un très bon binôme. Et ils vont faire le travail. Vous voyez, ça là, donc, aux éléments de la police républicaine, de continuer de faire le travail de manière professionnelle, de manière dévouée, disponible. Et vous voyez, le président Patrice Talon, aujourd'hui, il a de la dynamique d'améliorer leurs conditions de travail. Et on le voit déjà. Hein? Et dans les conditions de travail, je pense qu'il n'a qu'à faire confiance au président. Bon, maintenant, vous avez dit aussi pour populations. Les populations, non, les populations. Les populations, ce qu'elles doivent comprendre, elles doivent encourager les éléments de la police républicaine. C'est ça. Elles doivent les encourager. Elles doivent les encourager. Elles doivent les soutenir. Parce que, au moment où nous sommes en train de dormir, eux, ils ne dorment pas. Mon ami en Suisse, tu as dormi tranquillement la nuit, non? Tu as passé la nuit auprès de ta femme, non? Absolument. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. C'est eux, au moment où nous, on dort, au moment où nous sommes en train de dormir, eux, ils sont en éveil. C'est eux qui veillent sur nos sommeils. C'est pas s'ils sont en éveil que nous dormons tranquillement dans nos maisons. C'est ça. Donc, ça signifie quoi? Les populations doivent les encourager.
Les populations doivent soutenir les éléments de la police républicaine. Je disais, il ne faut pas insulter un policier. Non. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais les insulter. Il ne faut jamais les injurier. Imaginez-vous, vous allez les voir au carrefour. Ils sont là, sous le soleil, ou bien, du matin jusqu'au soir, en train de boire la fumée. Des fois, quand il y a plu, ils sont là sous la pluie, en train de réglementer la circulation. S'il n'était pas, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez, la force que nous avons aujourd'hui, c'est un peu comme le bâton que nous avons entre nos mains pour tuer le serpent. C'est ça. Si tu as un bâton entre tes mains pour tuer le serpent, qu'est-ce que tu vas faire du bâton? Tu vas casser le bâton toi-même? Si tu casses le bâton, comment tu vas tuer le serpent? Le serpent, c'est ça qu'est l'insécurité. Et le bâton que nous avons entre les mains, c'est ça la force de sécurité intérieure, la police républicaine, les policiers. Voilà. Donc c'est à nous d'entretenir notre bâton. C'est pour dire quoi, si je vais me résumer, il faudra que les populations encouragent les éléments de la police républicaine. Il faut que les populations les soutiennent. Il faut que les populations collaborent avec eux. Il faut que les populations leur donnent les informations. Il faut que les populations leur fournissent des renseignements. Parce qu'ils ont besoin des renseignements pour travailler. Ils ont besoin des renseignements pour mener leurs opérations. Ils ont besoin des renseignements pour combattre, pour mener la lutte contre l'insécurité. Monsieur le ministre, nous allons, tout à fait, vous avez fait un bon diagnostic par rapport donc, à la sécurité donc, du pays. Alors, vous allez rapidement nous permettre, puisque nous sommes... on est déjà à près de 45 minutes. Non, le gros sujet, c'est ça. Le gros sujet, c'est la police républicaine, non? C'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait. Et vous m'avez dit, quand vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit, monsieur le ministre, vous avez été ministre de la sécurité publique. Nous vous avons jugé qualifié pour venir nous entretenir sur ce sujet. Bon, donc c'est ça. Voilà, c'est le gros sujet. C'est ça le gros sujet. Le gros sujet de l'émission, c'est la police républicaine. Et pour me résumer, j'ai dit, il n'y a que des avantages. Bon, en termes d'avantages, je n'avais même pas cité, en termes d'avantages, il y aura plus d'efficacité dans la lutte contre l'insécurité. Il y aura plus de rendement, il y aura de meilleurs rendements. Le mur de cloisonnement entre les deux forces est démoli. L'esprit de concurrence qui prévalait avant est anéanti. Maintenant, c'est une seule force. Maintenant, les renseignements seront utilisés de manière judicieuse et il n'y aura plus une force ne va plus garder ces renseignements pour dire maintenant que je vais faire de la prouesse et on va me féliciter. L'autre force ne va plus garder ces renseignements pour dire je vais faire de la prouesse, on va me féliciter. Maintenant, c'est une seule force. Quand il y a les renseignements seront utilisés de manière judicieuse pour mener les opérations et tout ça aussi, ça va permettre une optimisation des ressources de l'État. C'est ça. Parce qu'avant, il faut envoyer des ressources à chacune des forces pour travailler. Aujourd'hui, c'est une seule force, donc il y aura une optimisation des ressources de l'État. Vraiment, donc en termes d'avantages, ils sont énormes, ils sont immenses. Et inconvénient, j'ai dit, néant. Inconvénient, néant. Inconvénient, aucun. Inconvénient, zéro. Ce n'est que des avantages. Et j'ai dit que je salue le courage du président Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Alors, nous allons maintenant, si vous le permettez, aborder le deuxième gros sujet, bien sûr, il y a encore un autre gros sujet de cette émission. Puisqu'on ne peut pas vous voir sur les antennes. Il y a un gros sujet, il y a encore un deuxième. Il s'agit de l'affaire ICC Service. Ça, je tiens à le dire. Ça, c'est un gros sujet. Non, pour moi, ça, c'est pas un gros sujet. Monsieur le ministre, je l'avais dit quand même en introduction. Ici, ces services, vous savez, c'est un scandale à la Madoff, comme disaient certains. Vous avez été limogé quand même de votre poste de ministre de l'Intérieur suite à l'éclatement de cette affaire ici, ces services. C'est vrai. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, monsieur Lecoeur, qu'en est-il de cette affaire vous concernant? Bon, merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, quand il y a eu cette affaire, moi, je suis resté tranquille. Il y a eu une demande de vote de décision de poursuite contre moi au Parlement. Et, si mes souvenirs sont bons, la décision de poursuite a été votée par les députés. C'était en 2013, le 25 février 2013. Les députés ont voté la demande de poursuite contre moi. Quand les députés ont voté la demande de poursuite, le dossier allait à la justice. Parce que c'est quand les députés votent la décision de poursuite contre un ministre que le dossier va à la justice. Le dossier allait à la justice. Quand le dossier allait à la justice, le dossier a été instruit par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, qui fait office
de chambre d'instruction dans recours de justice. C'est ça. J'ai comparu plusieurs fois. J'ai comparu au moins 4 fois. J'ai comparu 4 fois. Devant un collège de 3 juges. Un collège de 3 juges. J'ai comparu devant un collège de 3 juges, de hauts magistrats. C'est de hauts magistrats. J'ai comparu 4 fois devant un collège de 3 juges. Ils ont fait toutes leurs enquêtes. Ils ont fait toutes leurs enquêtes dans tous les sens. Et in fine, la justice m'a blanchi. La justice m'a complètement, totalement, entièrement blanchi. Je suis blanc comme neige. Popeline. Je suis blanc comme neige. Je suis popeline. Je suis nickel. La justice m'a lavé de tout soupçon. De tout soupçon, la justice m'a lavé mon honneur. Je suis mis hors de cause. Aucune charge n'a été retenue contre moi. Et la justice, dans sa conclusion, a bien dit: je ne suis impliqué en rien dans cette affaire. Impliqué ni de loin, ni de près, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est la conclusion de la chambre de l'instruction de la Cour de justice. C'est la conclusion de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Cotonou qui fait office de chambre d'instruction. Et le rapport est là. Et ça a été envoyé aux députés? Ça a été envoyé aux députés. Ça a été envoyé aux députés depuis 2014. Oui, depuis 2014. Ouais, et c'est resté là. Bon, ils ont compris que c'est... Mais c'est la justice. Parce qu'il faut connaître la procédure. Je suis venu à la Constitution pour vous lire ça. La procédure, c'est quoi? La procédure, c'est que, dans un premier temps, il y a une demande de vote, de décision de poursuite. C'est ça. Quand cela est fait, le dossier va à la justice. C'est ça. Et c'est en ce moment que la justice instruit le dossier. Quand la justice finit son instruction, la justice retourne le dossier au Parlement. Maintenant, c'est la justice, qui, dans sa conclusion, va retenir des charges contre l'intéressé ou va mettre l'intéressé hors de cause. C'est quand la justice retient les charges contre l'intéressé que la justice, maintenant, demande aux députés de voter la mise en accusation. Mais, puisque il n'y a aucune charge, la justice m'a blanchi, la justice m'a mis hors de cause, la justice n'a retenu aucune charge contre moi, je suis blanc comme neige, je suis popeline, je suis nickel, et quand le rappel va aller là-bas, les députés, sont restés comme ça. Alors, qui est derrière cette affaire-là? Parce qu'on n'a pas compris. Non. Puisque vous étiez quand même très bien avec le chef de l'État, Boni Yayi, en ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, merci, Osmis. C'est un coup bas politique. C'est ça. C'est un coup bas politique. Et je vais vous dire pourquoi c'est un coup bas politique. Bon, c'est un coup bas politique. Et en bon croyant, moi j'ai pris ça comme ça. Et la vie continue. La vie continue. Voyez, je vais vous dire, la Constitution. Je suis venu avec la Constitution. L'article 138 de la Constitution dit quoi? Le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. C'est ça ce que l'article 138 dit, la Constitution dit. La Constitution, notre Constitution qui est là, la Constitution du 11 décembre 1990, c'est ce qu'elle dit dans son article 138. Le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. Je n'ai pas été mis en accusation et que j'ai été limogé. Je n'ai pas été mis en accusation et j'ai été limogé. Comment ça s'explique? Je n'ai pas été mis en accusation. Et je ne serai jamais mis en accusation. Parce que la justice a fini son travail. La justice m'a mis complètement hors de cause. La justice m'a mis totalement hors de cause. La justice m'a mis entièrement hors de cause. La justice m'a blanchi. Je suis blanc comme neige. Je suis nickel. Aucune chose n'a été retenue comme moi. Et pourquoi on m'a limogé? Pour quelle raison? Donc c'est un coup bas politique. Vous en voulez au président Boni Yayi? Oh En bon croyant, moi je n'en veux à personne. Je suis un croyant. J'ai dit, je suis un croyant, je n'en veux à personne. C'est même pas la peine d'en vouloir à quelqu'un. Mais il y a quand même des préjudices causés, monsieur le ministre. Est-ce que c'est réparable tout ce qui s'est passé avec vous? On a vu quand même, les gens sont allés à la maison pendant 5 heures de temps et vous ont mis là. Vous étiez encore ministre de l'Intérieur. Absolument. C'est quand même des préjudices causés. Il y a des préjudices. Vous avez vu tout le préjudice qui a été causé au président Patrice Talon. Et là, aujourd'hui, le président de la République, non? Il a été contraint à l'exil, non? Ou bien, il a été persécuté dans ce pays. Il a été poursuivi dans ce pays. Il a été contraint en exil. Et ces affaires ont été détruites, non? Et aujourd'hui, les présidents du Bénin, non? Donc, laisse Dieu faire les choses. Le préjudice que j'ai subi est énorme. Le préjudice que j'ai subi dans cette affaire, il est énorme.
j'ai subi un grand préjudice dans cette affaire. Mais moi, je laisse tout à Dieu. Mais vous dites dans votre mémorandum que le président Bouni doit répondre du dossier ICC Service. Non, bon, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, dans mon mémorandum, moi, j'ai dit, je ne suis ni acteur ni déposant. Moi, je ne sais même. Ça ne me regarde pas. Et moi, l'essentiel, vous voyez, l'essentiel, c'est que nous sommes dans un état de droit. Il faut laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail. C'est ça le plus important. Il faut que la justice faire son travail. Et la justice fait son travail. Et moi, je n'en veux à personne. Vous voyez, je suis un bon croyant. Quand vous êtes un croyant, c'est pas la peine d'en vouloir à des gens. J'ai compris que, bon, c'est un coup bas politique. Dans le monde politique, il y a toujours des coups bas. C'est ça. C'est un coup bas politique. Je n'ai pas été mis en accusation. Et on m'a limogé. Pourquoi? Alors que la Constitution lui-même, dans son article 138, dit que c'est quand la République et les membres du gouvernement sont mis en accusation qui sont suspendus de leur fonction. Je n'ai pas été mis en accusation. Donc, on vous a sacrifié, c'est ça? Littéralement sacrifié. On cherchait un bouc émissaire pour pouvoir régler ça. Littéralement sacrifié. Moi, j'ai dit, bon, pour moi, c'est du passé. La vie, c'est du passé. La justice m'a lavé de tout soupçon. Pour moi, c'est l'essentiel. Et la justice m'a rendu mon honneur. Pour moi, c'est l'essentiel. Le reste, maintenant, vraiment, bon. Mais seulement le gouvernement du nouveau départ et la justice ne disent plus rien sur cette affaire de ICC Service. Pourquoi, selon vous, depuis l'arrivée du président Patrice Talon, c'est le blackout, c'est le statu quo? Non. Le dossier c'est la justice, non? Mais ça fait quand même des années. Non, laissez la justice faire son travail. La justice fait son travail. Est-ce pour lui, ICC Service, attendre, monsieur le ministre? Laissez la justice faire son travail. Il n'y a que ça qu'on m'a dit, le dossier de la justice. Pour ce qui, moi, me concerne, la justice a fait son travail. Elle m'a lavé de tout soupçon. Elle m'a blanchi. Aucune charge n'a été retenue contre moi. La justice m'a mis complètement hors de cause. Je suis blanc comme neige, nickel, popeline. Moi, ça me suffit. Mon honneur m'a été rendu. Moi, ça me suffit. Le reste, moi, c'est pas bon. Je m'en préoccupe pas. La justice, donc, allez-y, la justice fait le travail. Donc, c'est ce que je peux dire. Et vous n'avez pas de préjudice. C'est un grand préjudice. Et je vais m'adresser à qui aujourd'hui pour que réparation soit faite? Dites-moi, mon hospice. Je vais m'adresser à qui aujourd'hui? Vous êtes toujours en contact permanent avec le président Bouni Yayi? Oh non. Pas du tout. Vous avez fini totalement avec? Mais, bon, tu sais, dans la vie, les chemins de vie se décroisent. Nos chemins de vie se sont croisés. Après, les chemins de vie se sont décroisés. Il a pris son chemin, j'ai pris le mien. Il a pris plus de coups de fil. J'ai dit, il a pris son chemin, j'ai pris le mien. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous avez mis son bras droit en son temps. C'est ça qui est étonnant. Vous étiez même président de la rue intérimaire quand il voyage souvent. Vous étiez pratiquement le numéro 2 en ce moment-là. Oui, des fois. Ça a surpris tout le monde. C'est effectif. Des fois, quand il allait en mission, il me laissait la charte de l'intérim. Ça, là, il faut le reconnaître. Quand il allait en mission, il faut le reconnaître. Quand il allait en mission, il me laissait la charte de l'intérim. En tant que il faut vous faire confiance. Il me faisait président de la République, pas intérim. Le chef de l'État, pas le chef du gouvernement, pas intérim. Il me laissait ça. Bon, malgré tout ça, il y a eu le coup bas. Bon, moi, il faut de méchanceté gratuite, de jalousie. Il y a des gens qui se sont dit, mais que j'ai commencé par prendre de l'ascension. C'est un monde africain. Il fallait arrêter. Il fallait arrêter. Il faut le tirer vers le bas. Parce que tout le monde a compris. Je n'ai rien à... C'est un scandale financier. Vous avez bien dit ça, non? C'est un scandale de sécurité. Mais les gens disaient que les mineurs, les responsables d'ici service avaient quand même des gardes du corps. Non, ça n'a rien à voir avec le scandale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le scandale. Vous ne maîtrisez rien en ce moment. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir avec le scandale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut pas faire de la diversion. C'est pas faire de la diversion. Ça n'a rien à voir avec le scandale lui-même. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a à voir avec la diversion. Moi, la justice m'a blanchi, c'est le plus important. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne garde rancune à personne. Vous voyez, moi, je suis ici, je ne garde rancune à personne. Je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de rancœur. Je suis comme ça. Je suis sans rancune et sans rancœur. Je suis comme ça. En bon croyant. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que s'il en est ainsi, alors que dites-vous alors donc, sur la demande de levée d'immunité parlementaire donc, des députés et de poursuites d'anciens ministres, par exemple, on a vu le ministre Komi Kouché, par exemple, qui est poursuivi et autres. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous voyez, il est dans leur intérêt même, les députés,
dont les levées d'immunité ont été demandées là. Il est dans l'intérêt qu'il y ait levé d'immunité. C'est même dans leur propre intérêt. Hein, dans leur propre intérêt, hein, qu'on lève leur immunité. Les anciens ministres, hein, dont il est demandé de voter la décision de poursuite contre eux là, c'est dans leur intérêt, hein, que cette décision de poursuite soit votée. Pour qu'ils aient la justice. Pour qu'ils aient la justice. Parce que moi, j'ai été à la justice. Hein, moi, la décision de poursuite a été votée par les députés en 2013. Le 25 février 2013. Et je suis allé devant la justice. Et c'est la justice qui a lavé mon honneur. C'est la justice qui m'a blanchi. C'est la justice qui m'a lavé tout soupçon. Donc c'est dans leur propre intérêt. Donc moi je pense que c'est dans leur propre intérêt. C'est ce que moi je dis. Je le dis en connaissance de cause. Pour ce moment j'ai pris par là. C'est dans leur propre intérêt. C'est dans leur propre intérêt qu'il y ait cette levée d'immunité là. Et que cette demande de poursuite soit votée. Qu'ils aillent devant la justice. La plupart ce sont les anciens ministres du président Bouni Yayi. Ah, c'est pas un problème. Qu'ils aillent devant la justice. C'est la justice qui est la seule institution. Nous sommes dans un état démocratique. Nous sommes dans un état de droit. Il y a la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est à part, le pouvoir législatif à part, le pouvoir judiciaire à part. C'est la justice qui est la seule institution habilitée, qualifiée pour dire que telle personne est fautive et que telle personne n'est pas fautive. Donc il faut que ceux-là, qu'ils acceptent d'aller devant la justice. Donc le président Talon ils n'ont qu'à faire confiance à la justice de leur pays. C'est ça. Et là, comme ça, s'ils ne sont pas trempés dans quelque chose, la justice va dire qu'ils ne sont trempés en rien. S'il n'y a pas de charge qui peut retenir contre eux, la justice va le dire qu'aucune charge ne peut retenir contre eux. Moi, je pense que les députés doivent faire le travail. C'est ça. Hein, il faut que ces gens-là aillent devant la justice. Moi, je suis allé devant la justice. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. J'ai comparu 4 fois. J'ai comparu 4 fois devant un collège de 3 juges. C'est pas un juge, 3 juges de hauts magistrats. Et quand vous allez comme ça, mais c'est des interrogatoires. Quand vous allez comme ça, c'est des enquêtes musclées. Des fois, quand vous allez le matin, vous allez jusqu'à la nuit. C'est des interrogatoires musclés. Ils ont fait leur enquête dans tous les sens, dans toutes les directions. Ils ont fait leur enquête partout avant d'arriver à la conclusion que je ne suis impliqué en rien. Je ne suis mêlé en rien. Qu'aucune charge n'a été retenue contre moi. Que je suis mis complètement hors de cause. J'ai été blanchi. Donc, ils n'ont qu'à accepter de faire ça. Pourquoi? Alors, la lutte contre la corruption, l'impunité, la gabegie, la délinquance financière préoccupe donc le chef de l'État. Vous avez non, le Bénin est sur la bonne voie. Et je dis que le président Patrice Talon a une chance pour le Bénin. Je ne le dis pas parce que je suis venu ici raconter n'importe quoi. D'abord, vous savez, j'ai dit je n'ai pas négocié l'émission. Je n'ai pas démarché pour venir ici. Je n'ai pas fait de démarchage. Je n'ai pas fait de négociation. Je suis tranquille. Je suis tranquille et c'est vous-même qui m'avez téléphoné pour dire, monsieur le ministre, d'abord, vous le vouliez depuis des mois. Et je ne voulais pas. Il a fallu la pression, sur pression. Et ensuite, vous le témoignez, hein? Je ne voulais pas. Il dit non, monsieur le ministre. Bon, toi-même, tu as été très diplomate, hein? Ouais. Tu as été très diplomate, je ne voulais pas, mais tu ne baissais pas aussi, tu ne baissais pas la garde, tu restais derrière moi. Monsieur le ministre, vraiment, venez nous parler de la politique républicaine, vous êtes qualifié, vous êtes qualifié pour le faire, parce que vous avez été mis le Je savais que si j'allais pas ici, service, je n'allais pas venir. Je n'allais pas peut-être parler d'abord de la politique républicaine. Donc moi-même j'ai un coup que j'ai joué avec vous. D'accord. Mais c'était quand même bon parce que les auditeurs voulaient comprendre mieux ce qui s'est passé réellement par rapport à ICC Services et Forces de café. Parce que c'est ça. Mais vous avez donné quelques explications. Ah oui. Aujourd'hui les gens sont à la maison, les spoliés sont à la maison, ils attendent. Voilà. Il y a des gens qui sont décidés par rapport à cette affaire-là. C'est dommage, hein, parce que c'était un plus gros scandale quand même sur le président Bouni Yayi, il faut le reconnaître, monsieur le ministre. Bon, moi j'ai été sacrifié dans cette affaire. Ouais, donc moi ça me rappelle les mois souvenirs. Bon, mais néanmoins j'ai été sacrifié. Mais l'essentiel, aujourd'hui, je suis encore là, hein, j'ai la vie et la vie continue. Pour moi, c'est le plus important. J'ai été sacrifié, il y a eu de gros préjudices dans cette affaire, mais vraiment, pour moi, c'est terminé. C'est le passé. Bon, je ne suis pas un homme de nature à ressasser le passé. Si je ressasse le passé, ça ramène de quoi? La justice m'a blanchi. C'est le plus important, c'est l'essentiel. La justice m'a blanchi, m'a mis hors de cause. Je suis mis aucune charge n'est retenue contre moi. Je suis mis hors de cause. Ma justice, mon pays m'a blanchi, ça va. C'est l'essentiel pour moi. C'est le plus important. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai qu'on parlait bien sûr de la lutte contre la corruption. Ici, le président Talon vous demandait de venir travailler avec lui. Est-ce que vous allez accepter facilement son invitation pour travailler avec lui? Oui. Bon, c'est pour travailler pour son pays. C'est pour travailler pour son pays. Le Bénin est notre pays. Le Bénin est notre pays.
si le président estime, j'ai dit s'il estime, parce que c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui est le chef de l'État, chef du gouvernement, c'est lui qui conduit aujourd'hui la destinée du Bénin. S'il estime que je peux être utile à quelque chose, s'il me fait appel, pourquoi ne pas répondre à ça? S'il me fait appel, pourquoi ne pas répondre à ça? Bon, ce qui est sûr, en 2016, j'ai fait la campagne pour le président Patrice Talon dans ma zone là-bas. Ah bon? 23 élections électorales. Ah bon? Ah oui, absolument. Et les images sont là. J'ai fait la campagne pour lui. J'ai appelé la population à voter pour lui. Ça là, ce n'est pas caché, ça. J'ai appelé la population en 2016. En 2016, j'ai appelé la population de Abomey. Et c'est parce qu'en face du président Talon, il y avait votre, je ne sais pas, l'ennemi, en griffe, le président Boli Yahi et son premier ministre, Lionel Zissou. Ah! Avec quelqu'un, l'ennemi de quelqu'un. C'est quelqu'un dans ce pays, les gens sont contre les gens. Oui. Non, ça me fait rire. Non, si j'ai fait la campagne pour le président Patrice Talon, c'est pas à mon âme conscience. C'est ça. J'ai dit qu'il est là. J'ai dit qu'il peut appeler quelque chose. Il peut appeler quelque chose pour le Bénin. Parce que, bon, quand même, c'est quelqu'un. Bon, je le connaissais avant, hein. Je le connaissais avant, hein. C'est pas quand il est venu au pouvoir maintenant que je l'ai connu. Je le connaissais avant. Je connais son sens de leadership, et son sens entrepreneurial. Bon, quelqu'un comme ça qui a réussi dans les affaires, je me dis, bon, qu'il a quelque chose à apporter à notre pays. Aujourd'hui, on comprend ça. Aujourd'hui, on voit quand même qu'un nouveau vent a soufflé sur le Bénin. Un nouveau vent souffle sur le Bénin. Hein. Vous avez vu un peu l'affaire des fonds de Kamala, comment les gens ont été mis en prison. Mais le Bénin, un nouveau vent souffle sur le Bénin. Mais il faut que chacun se ressaisisse. Hein. C'est autant haute marche. Maintenant, les temps ont changé au Bénin. Hein. C'est la lecture que chaque Béninois doit avoir ça. Les temps ont changé maintenant. Et chacun doit se ressaisir maintenant. Chacun doit revoir ses comportements, ses habitudes maintenant. Il faut un changement d'habitude. Il faut un changement de comportement avec ce qui se passe là maintenant. Est-ce que quelqu'un peut croire que c'est grossier, on va les condamner à 4 ans d'emprisonnement dans ce Bénin ici? Dans ce Bénin ici? En son temps, c'était pas possible avec le président Yahi. Non, moi je ne dis pas ça. Parce qu'on avait mené comme cette lutte pendant des mois, pendant des années, mais ça n'a pas porté, il faut le reconnaître, monsieur le ministre. Alors, nous allons peut-être évoluer donc dans le débat, si vous le permettez. Alors, selon les indiscrétions, on apprend que certains ministres du président Talon sont à 8 millions, d'autres à 16 millions. Vous, en son temps, c'était un gros sou aussi? Non, moi vraiment. C'est trop, parce que les populations estiment que c'est dans un pays qui a un budget essentiellement fiscal, que c'était beaucoup trop. C'est vrai. Mais les gens tiennent ces renseignements, ces informations. Mais quand un préfet est à 5 millions par mois, le ministre ne peut pas être à 5 millions aussi. Non, ce que j'ai compris des préfets, c'est y compris tout. Hein. C'est y compris tout. Je sais que avant, l'ancien pouvoir. Les préfets étaient sous votre autorité en ce moment-là? Un peu, mais sous l'autorité de mise à décentralisation. La décentralisation, oui. Je sais que il y avait des rubriques où il y avait des fonds dans leur budget pour faire de différentes choses. Hein. Je pense que, si je comprends très bien, je pense que maintenant les lignes budgétaires ont été repris et que maintenant que tous ces fonds-là qui étaient sur les différentes lignes budgétaires, je pense que tous ces fonds maintenant qui ont été regroupés. Donc je ne pense pas que c'est le salaire même. Je ne pense pas que c'est le salaire même. On ne peut pas dire que c'est ça leur salaire. On ne peut pas dire que c'est ça leur salaire. Mais que c'est un regroupement. C'est-à-dire, avant, avec l'ancien pouvoir, il y avait plusieurs lignes budgétaires. Sur cette ligne, il y avait telle chose. Sur cette ligne, telle chose. Je pense maintenant que par souci de rationalisation, par souci d'optimisation, donc les lignes budgétaires ont été revues et les choses ont été regroupées. Je pense que ça doit être quelque chose du genre. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui s'est passé de l'autre côté de la baie vitrine. Je ne sais pas si le service des programmes va me donner 10 minutes supplémentaires, pour évoquer, puis comme si on n'a pas l'habitude de la chance d'avoir le ministre comme ça a été quand même le pied des grues pour vous avoir dans ce studio. Donc, j'espère qu'il va faire un petit coup de fil. Bien sûr, donc à la direction pour nous accorder 10 minutes supplémentaires. Si mon programme le permet,
vous pouvez revenir. Et que vous m'importunez, parce que vous m'avez beaucoup importuné pour que je revienne ici. Si mon programme le permet, on peut toujours revenir. Pour parler d'autres choses, ça c'est... Absolument. Voilà. Alors, justement, un mot quand même par rapport aux réformes du système partisan. Vous savez que depuis un certain temps, on en parle. Et sans doute, la prochaine session parlementaire, les députés vont évoquer le sujet. Votre réaction par rapport à ça? Bon, vous voyez, quand moi j'étais au ministère de l'Intérieur, on avait déjà plus de 190 partis. C'est ça. C'est une situation désastreuse. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a la direction générale des affaires intérieures, c'est là où les partis se faisaient enregistrer. On avait déjà enregistré plus de 190 partis pour ce petit pays, le Bénin là. 190 partis. Et c'est pour aller où avec ça? C'est pour aller où avec ça? Et quand tu prends le manifeste de chaque parti, c'est toujours la même chose. C'est ça le problème. J'ai demandé au directeur général des affaires intérieures de me faire la liste des partis et de m'envoyer le manifeste de chaque parti. Et m'envoyer ça. Et quand je lis, c'est quoi? C'est la même chose. On veut faire ceci, on veut faire cela. Au moins, même si sur le plan du projet de société pour chaque parti, s'il y avait quand même des aspects différents qui n'étaient pas les mêmes, ça se comprendrait. Mais c'est la même chose. On a même l'impression, même des partis prennent le manifeste de l'autre parti et recopient ça. Vous voyez, c'était ça. Plus de 190 partis déjà. Vous voyez, ça émiette. Ça émiette. Tel que c'était là, tel que c'est là aujourd'hui, c'est l'émiettement du pays. C'est l'émiettement du pays. Est-ce que nous allons continuer dans cette logique d'émiettement? Émiettement, dans cette logique d'émiettement. Des partis ethniques. Des partis, ça va amener quoi dans ce petit pays? Pourquoi on peut aller au développement avec ça? Avec cet émiettement-là? Non, il faut quelque chose, il faut la cohésion nationale. C'est dans un élan de cohésion nationale que nous pouvons bâtir le Bénin. Que nous pouvons tirer le Bénin vers le haut. Donc moi je pense que la réforme du système partisan c'est quelque chose de très bon. Au moins ça va mettre fin à l'émiettement. Cet émiettement continue parce que vous voyez ça continue. Moi quand j'étais au ministère de l'Intérieur il y avait plus de 190 partis. Aujourd'hui j'ai demandé il y a 250 partis. Ouais, 190 à 250, mais 260, ça veut dire 70 partis. On a l'impression que peut-être chaque semaine, il y a la création d'un parti. Et les gens se moquent de nous, les gens se rient de nous. Ouais. Donc moi je pense que c'est une très bonne réforme. Ça va donner un autre visage à notre pays. Et là, comme ça, on comprendra maintenant qu'on est prêt pour aller au développement. Alors, deux questions donc avant d'ouvrir l'antenne, monsieur le ministre. Alors, rapidement, dites-nous un mot sur la crise sociale actuelle. Vous savez, la grève perlée, l'administration pratiquement au ralenti. Ça c'est vrai. Bon, ce n'est pas une situation qui nous arrange. Ça n'arrange personne, cette crise sociale aujourd'hui. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange ni les gouvernants, ça n'arrange ni les syndicats, ça n'arrange ni la population. Je pense qu'il faut que nous sortons de là. Et le génie béninois va nous aider à sortir de là. Il y aura un élan, un sursaut de patriotisme va nous faire sortir de cette crise-là. Moi, je suis très optimiste, et c'est pour très bientôt qu'on va sortir de là. On va sortir de là. Bon, c'est une crise, on sortira. Il est nécessaire que le dialogue soit maintenu, que le dialogue ne soit pas rompu, que le dialogue soit maintenu. Le président ne dort plus, le président partisan ne dort plus. Ce que je vous dis, parce que j'ai quand même exercé le pouvoir à un grand niveau. J'ai exercé le pouvoir à un grand niveau. Ça perturbe. Il ne dort plus. Ce que je vous dis, il ne dort plus. Il ne dort plus. Ça, il ne dort plus. Je ne suis pas un profane. Je ne suis pas un profane. Je ne suis pas un profane. J'ai quand même exercé le pouvoir au sommet, quand même à un grand niveau. Il ne dort plus, depuis là, il ne dort plus, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour, il ne dort plus. Pour le DGL, c'est ça? Il ne dort plus. Le président parti talon ne dort plus, dans la situation de crise, il ne dort plus, il n'a plus le sommeil. Mais je pense que on va sortir de là. Voilà. Alors, maintenu. Les syndicalistes aussi, ils sont aussi des parents d'élèves, non? Les syndicalistes sont des parents d'élèves. Donc je pense qu'on va sortir de là. Le miracle va se produire. C'est ça. Peut-être que des gens travaillent dans l'ombre pour que la crise perdure. Mais ces gens, ils ont déjà échoué.
ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Le Bénin, je connais le Bénin, et il y a le génie propre du Béninois. On va sortir de là. Et on va continuer la marche. Voilà. Alors, êtes-vous déjà fait enregistrer donc, dans le cadre du RAVIP? Ah oui, depuis. Ah bon. Depuis, parce que le RAVIP, vous voyez, le RAVIP, c'est un recensement administratif à vocation d'identifier la population. Ouais. Mais quand moi j'étais ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pouvez sécuriser un pays si les gens qui vivent dans le pays ne sont pas identifiés? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut que la population soit identifiée. Il faut qu'on sache ceux qui vivent dans le Bénin. C'est ça. Mais si la population n'est pas identifiée, quel projet vous pouvez concevoir pour eux? Vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est un très bon projet. Et je suis content que chaque fois, quand je passe au point de recensement, ça ne désemplit pas. C'est toujours rempli. C'est de l'affluence, c'est ça? C'est de l'affluence. Les populations ont compris l'enjeu. Et moi, je suis très content. Et moi, je me suis déjà fait enregistrer depuis. Je me suis déjà fait enregistrer. Les gens ont voulu que j'amène la télévision. Parce qu'on a compris que chaque foyer, quand il se fait enregistrer, c'est les réseaux sociaux. Les gens m'ont demandé, monsieur le ministre, je me suis fait enregistrer dans mon quartier. Dans mon quartier, je suis à Verdecor. À Verdecor, là. Bon, quand l'équipe est venue, le chef de quartier m'a appelé. Le chef de quartier, la télévision est là. Monsieur Économe, il m'a appelé, il m'a dit, monsieur le ministre, bon, maintenant l'équipe de RAVIP est venue dans le quartier. Donc je voudrais que vous veniez vous faire enregistrer. J'ai dit, bon, les gens ont dit, monsieur le ministre, il faut aller à la télévision. J'ai dit, non. Mais m'as-tu vu, non? Il a dit non, moi je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Mais non, je ne dis pas que c'est le m'as-tu vu, chacun a sa logique. Voilà. Et je respecte la logique des autres. C'est ça. Je respecte la logique des autres. Je me suis fait enregistrer et quand j'ai sensibilisé tous les miens. C'est ça. Quand je voulais me faire enregistrer, j'étais allé avec tout mon foyer, ma femme, mes enfants, avec les amis et tous les gens du quartier. Je les ai sensibilisés et la famille, allez vous faire enregistrer. Il n'y a que ça que nous pouvons faire. Chacun doit travailler pour son pays là où il est. C'est ça. Et je suis dans tout mon quartier. Même j'ai dit à des gens, monsieur le ministre, bon, tu connais notre pays, il dit, bon, écoute, j'encourage les gens, allez-y, allez vous faire enregistrer. Allez vous faire enregistrer, c'est bien, allez vous faire enregistrer. J'ai envoyé beaucoup de gens pour se faire enregistrer. Alors, monsieur le ministre, dernière question donc avant, si vous le permettez, avant d'ouvrir l'antenne, le 6 avril prochain, le président Patrice Talon fera 2 ans à la tête du pays. Alors, vous êtes satisfait de la façon dont les choses se passent actuellement au pays? Bon, moi, ayant été un homme du pouvoir, je suis satisfait. Parce que le président veut que les choses changent. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand il n'y a pas de réforme, il y a toujours des graissements dedans. Vous avez vu quand il avait été resocialisé par le président Emmanuel Macron. Vous savez ce que le président Emmanuel Macron a dit? Quand vous voulez faire des réformes, quand vous voulez bousculer les habitudes, rapidement vous devenez impopulaire. C'est ça les réformes. C'est ça les réformes. Il n'est pas dans le populisme. Et c'est quelqu'un, même sa nature, c'est quelqu'un, bon, moi je l'ai connu, avant qu'il ne soit chef de président de la République, je l'ai connu, parce que, bon, en tant que ministre de l'Intérieur, il faut faire des choses, je l'ai connu, donc, il n'est pas dans le matu, il n'est pas dans le spectacle. C'est le contraire de l'autre? Bon, moi je ne compare pas les dirigeants. Le populisme, non, vous voyez, chaque dirigeant a son approche du pouvoir. Moi, ayant été quand même dans le corps du pouvoir, non, c'est pas un bon exercice. C'est pas un bon exercice. Le populisme, non. Il ne faut pas se mettre à comparer. Chaque dirigeant a son approche du pouvoir. L'essentiel, c'est que le dirigeant apporte la plus-value au pays. C'est ça l'essentiel. Un dirigeant, quand il est là, qui a un plus pour le pays, qui apporte la plus-value au pays. Vous voyez, donc moi je suis satisfait de la gouvernance. Bon, on a compris que lui-même, au cours de sa campagne, il avait dit qu'il est venu pour faire des réformes. Bon. Quand vous allez faire des réformes, les habitudes seront bousculées, les gens ne seront pas contents. C'est ça. Maintenant, c'est les habitudes qui sont en train d'être bousculées maintenant, à cause de ces différentes réformes-là. Et il faut comprendre qu'il est en train de poser les bases d'un Bénin qui va rayonner dans le futur. C'est ça. Voyez. Donc, moi, je pense que il le fait, il faut communiquer sur les réformes. Il le fait déjà. Il faut beaucoup communiquer sur les réformes. Il faut sensibiliser sur ces différentes réformes-là et faire comprendre aux populations les bienfaits de ces réformes-là. Oui, je suis venu ici maintenant, je n'ai pas de la politique républicaine. J'ai expliqué aux gens pourquoi cette réforme-là, pourquoi cette réforme est incontournable. On doit en venir là. Si nous voulons évoluer dans la lutte contre l'insécurité au Bénin, si nous voulons avoir de meilleurs résultats dans la lutte contre l'insécurité au Bénin. Je suis venu avec le décret. J'ai dit, parce que tout ce qu'on avait essayé, ça n'a rien donné.
Il faut absolument la réforme. Donc c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Il faut expliquer les choses. Les gens comprendront. Et je voudrais demander au peuple d'accompagner le président. Le peuple, être à la tête d'un pays, c'est pas facile. Il faut l'accompagner. Merci beaucoup, Sébastien Yarosso. Monsieur le ministre, nous allons répondre. Vous avez 10 minutes pour répondre à toutes ces préoccupations. Oui, tout à fait. C'est quand même plus de questions. C'est une plus de questions. J'ai plus de questions, mais il y a des questions qui. Vous allez les synthétiser. Voilà, il y a monsieur Antoine qui parle de la grève dans le pays. Votre point de vue par rapport à ça. Voilà. Bon, j'ai dit que le président ne dort plus, parce que je sais ce que c'est que le pouvoir. Le président ne dort plus, il ne dort plus. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il ne dort plus. Il a de l'insomnie depuis. Que la situation est comme ça, il ne dort plus. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une situation qui plaît au président. C'est pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il ne dort plus à de l'insomnie. Il y a la grève. Et comme j'ai dit, que le dialogue soit maintenu. Et que, dans tout ça, il y a quand même un sens de civisme, de patriotisme dans tout ça. Parce que le Bénin, c'est ce que nous avons, c'est notre bien commun. Le Bénin, c'est notre bien commun. Que chacun voit le Bénin. C'est ce que je dis. Vraiment, je voudrais lancer un appel aux syndicalistes. C'est ça. C'est un appel aux syndicalistes. Je suis d'accord que les revendications sont pertinentes. Je suis d'accord qu'on le veut ou non, et la cherté de la vie, tout ça là, je suis vraiment d'accord. C'est des revendications pertinentes. Et aussi, quand même, il y a aussi l'état quand même de nos ressources. C'est ça. Nous sommes un petit pays à budget essentiellement fiscal. Nous n'avons pas de ressources minières. Au Bénin, on n'exploite pas de l'or, on n'exploite pas du diamant, on n'exploite pas du cuivre, on n'exploite pas du fer, et on n'exploite pas du pétrole. Donc, moi, je pense que c'est pertinent leur revendication, mais quand même qu'ils comprennent et que ça va s'améliorer. C'est ça. Que nous sommes dans cette dynamique de ce que ça va s'améliorer. Je voudrais vraiment, c'est un plaidoyer que je fais à l'attention des syndicalistes, vraiment de comprendre, vraiment de lever les mots d'ordre, que les grèves cessent et que la situation reprenne dans le pays, que l'année soit sauvée. Je pense qu'il y a déjà maintenant des idées de prolongation du calendrier scolaire, que l'année soit sauvée, de faire confiance au président de la République, de faire confiance au gouvernement. Donc les choses vont reprendre. C'est ça. Voilà. Il y a M. Eugène Ouaillon qui parle bien sûr de la rigueur, la fermeté bien sûr du DG de la police républicaine qui a été un temps envoyé à l'aéroport. Je ne sais pas si c'est pas sous votre autorité. Et il y avait cette affaire d'un avion contenu c'est quoi ça, dans des marchandises. C'était suspect quand même. Il demande si c'était en votre temps, mais apparemment non. Non. Voilà. Voyez, ça confirme ce que j'ai dit du chef de police Nazaire Ounombé. Il a dit que c'est un homme de grande fermeté, de grande rigueur, un homme de résultats. Lui, il a dit, parce que moi j'ai été le chef, tous les hauts gradés qui sont là aujourd'hui, j'ai été leur chef. C'est ça. J'ai été leur tutelle, j'ai été leur chef, et je connais chacun d'eux. J'ai dit que le chef de police Nazaire Ounombé, quand lui donne des instructions, il fonce la tête baissée. Lui, il est comme ça. Il fonce la tête baissée, il fonce à tue-tête. Et il ne regarde plus ni à gauche, ni à droite. Il fonce seulement. Et en fonçant, il fonce seulement. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment, il faut quelqu'un comme ça, à la tête d'une force, c'est bon. Il fonce. Je vous ai dit ce qu'il a fait à Dantokpa. Quand je l'avais nommé commissaire, du coup, Dantokpa, il était commissaire central. C'est ça. Il était commissaire principal. Quand je l'avais nommé là-bas, il a nettoyé Dantokpa. Il a mis de l'ordre là-bas. Et les usagers de Dantokpa, ils étaient venus me voir. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, nous voulons que vous mettez de l'ordre à Dantokpa. J'ai dit, je vous envoie quelqu'un. Il était commissaire principal. Je l'ai envoyé à Dantokpa. Il a nettoyé Dantokpa. Il a mis de l'ordre à Dantokpa. Et les mêmes usagers sont revenus me voir. Monsieur le ministre, le commissaire que vous avez envoyé là-bas, sa rigueur, c'est trop. Sa fermeté, c'est trop. Pas lui maintenant pour qu'il diminue un peu. Le jour là, j'ai tellement ri le jour là. J'ai dit, mais vous êtes venu me voir. Vous voyez comment nous sommes au Bénin. Vous lâchez son contraire. Vous êtes venu me voir. Vous dites, monsieur le ministre, il y a du désordre à Dantokpa. Mettre de l'ordre à Dantokpa. Il y a des gens d'inscrits à Dantokpa. Je vous envoie quelqu'un. Là, qu'on ne va pas faire le travail maintenant. Et vous avez estimé maintenant que le travail maintenant qu'il fait là, c'est Diato. Il a dit non. Il a dit, il n'y a pas de problème, que je vais voir ce que je vais faire. Mais je me rappelle, dans le temps, j'ai fait venir l'inspecteur général de police dans un bureau. Il est venu. Il est très...
Mon bureau était ouvert à eux tous. Comme le dit un auditeur, mon bureau était ouvert à eux tous. Était pratiquement mon bureau était ouvert à eux tous. À eux tous, les généraux venaient, eux tous venaient dans mon bureau. C'est comme ça que moi j'ai fait quand j'étais ministre de l'Intérieur. Eux tous, hein. Il a dit, eux tous, venaient dans mon bureau. Mon bureau était ouvert à eux tous. À eux tous, le directeur général de la police était là, mais les commissaires, je les recevais aussi. Parce que pour me dire un peu comment les choses se passent. C'est ça. Et imaginez-vous, je me rappelle, j'avais appelé un commissaire, je me rappelle, il est dans le Nord. J'avais eu des informations. J'ai eu des informations, et puis je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il a dit, parce que j'avais tout leur numéro, hein, il a dit, à qui ai-je l'honneur? Je l'ai appelé vers 1h du matin, 1h30 du matin. J'avais des informations sur une situation, je l'ai appelé. Il a dit, à qui ai-je l'honneur? Il a dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans votre zone là-bas? Il m'a dit, quand je l'ai appelé, quand son téléphone a sonné, il a dit, à qui ai-je l'honneur? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans votre zone là-bas? Ah, il a tiqué. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans ma zone comment? J'ai conseillé le ministre de l'Intérieur. Il a mis 5 minutes sans pouvoir me dire, bonsoir, monsieur le ministre. Bon. Ah bon? C'est sérieux, hein? Quand il a vu l'Intérieur, il a mis ça, monsieur le ministre. Il travaille. Bon. Il voulait me dire, bonsoir, monsieur le ministre. Bon. Il a mis ça, lui. Il a dit bon, reprenez votre esprit. Et j'ai dit, bon, laissez tomber. Il a mis 5 minutes sans pouvoir me dire bonsoir et répondre à la Dès que j'ai dit, j'ai mis l'intérieur, bon, voilà. Alors, il reste encore 7 minutes. Il a dit, bon, finalement, il n'a pas pu dire bonsoir. Il a dit, bon, je prends 5 minutes. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, bon, commissaire, bon, retrouvez votre esprit. J'ai tombé. Voilà, beaucoup de gens sont revenus par rapport à la FEICI service alors beaucoup de gens sont revenus à la FEICI service. On dit qu'il y avait 5 millions par mois dans un compte d'honneur. Moi, je ne sais pas de quoi j'en parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais vraiment de quoi il parle. Je n'en sais vraiment pas. Donc vous voyez seulement les gens venus chez le chef de l'État, ici c'est service, les inaugurations à Calabi, ainsi de suite. C'est tout. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Quand il parle, je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Le dossier de la justice, donc laisse la justice faire son travail. On est un État de droit. Et les pouvoirs sont séparés. C'est ça un État de droit. C'est un État démocratique. Les pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif qui est là. C'est entre les mains du président Patrice Talon qui conduit la politique du pays. Il y a le pouvoir législatif. C'est entre les mains. C'est les députés qui votent les lois. Il y a le pouvoir judiciaire et c'est les juges. Et c'est eux qui rendent les jugements pour le peuple et au nom du peuple. Vous dites que vous avez une responsabilité morale? Oh, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucune responsabilité morale. En quoi? Aucune responsabilité morale. Rien du tout. Rien. Je ne suis ni acteur, ni déposant, rien. Il y a le ministre Biotchane qui a promis donc quand même de payer les spoliés de ICC Service. Malheureusement, il n'est pas au pouvoir, mais il peut quand même dire au chef de l'État. Ça, c'est un auditeur, M. Moussa Fattah, qui a posé la question. Il a dit quoi? Que le ministre Biotchane a promis donc de payer les spoliés de ICC Service, qui sera au pouvoir. Mais enfin, là, mais il a promis ça quand? Bon, vous savez, pendant la campagne électorale, ça tout le monde le sait. Oui. Bon, tu sais, au cours de la campagne, beaucoup de choses se disent. Hein. Oui. Mais je sais que le ministre Biotchane, c'est un ministre que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est un homme de parole. Hein. Bon. Mais il dit dès qu'il sera président de la République. Donc, il n'est pas président de la République. Ce que je sais de l'homme, il n'est pas dans les fausses promesses. Le ministre Biotchane, vraiment, je le respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui. Donc, moi, je pense que... Alors, il a fait PPA2, les 3 milliards de PPA2. Ouais. Le ministre Kassa est au Parlement encore. Donc, l'auditeur demande pourquoi ne pas poursuivre le ministre Kassa. Pourquoi ne pas le poursuivre? Moi, je n'ai pas compris. Le dossier a été vidé par la justice, non? C'est un non-lieu. Hein. Ah, c'est fini. Donc, le dossier a été vidé par la justice, donc c'est fini. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez, quand le président Emmanuel Macron, quand il avait fait son premier gouvernement, là, il y avait un ministre. Il y avait quelque chose de concernant. Et puis, les politiciens criaient, réclamaient sa démission, la population aussi. Et j'ai suivi le Premier ministre Édouard Philippe, le Premier ministre de la France. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que laissez les juges travailler.
que les populations ne peuvent pas jouer le rôle des juges. J'ai bien suivi Édouard Philippe, le Premier ministre français. Il dit les populations ne peuvent pas jouer le rôle des juges. Et il dit quoi? Il dit encore les politiciens ne peuvent pas jouer le rôle des juges. Laissez les juges travailler. Laissez la justice faire son travail. Il revient au juge de dire si le ministre dont on parle, si c'est des responsabilités d'une affaire. Et in fine, on a suivi. Les juges ont dit que le ministre n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Alors que les gens l'obligeaient à la démission. Les gens obligeaient le ministre à la démission. Je ne me suis plus rappelé son nom, j'ai oublié son nom. Le premier gouvernement de Emmanuel Macron, quand il était venu. Les gens obligeaient le ministre à la démission parce qu'on disait, bon, je pense qu'il était dans une mutuelle, puis on a dit qu'il a loué sa maison, il a loué une maison à la mutuelle, des choses comme ça. Et les gens disent, ouais, comment il peut être ministre et louer sa maison à une mutuelle, machin. Et les gens ont enflé l'affaire en France. Les gens ont enflé l'affaire. Mais c'est ce que les gens ont enflé l'affaire. Bon, la même politique, tous les adversaires politiques, ils sont entrés dedans, que le ministre doit sa démission, comment il peut être ministre, comment il peut être... Lui-même, je pense qu'il était dans la mutuelle. Il était dans la mutuelle, il avait installé dans la mutuelle, comment il peut avoir installé dans une mutuelle, louer sa maison à la mutuelle. Alors, c'était une affaire que les gens ont enflé. Oui, c'est ça. Il faut avoir de la sérénité quand vous êtes des dirigeants. Le Premier ministre, Emmanuel Macron ne sait pas faire, il n'a pas subi les pressions. Les gens faisaient pression sur lui, le ministre doit démissionner, il ne s'est pas laissé aux pressions des gens. Le Premier ministre Édouard Philippe aussi. Il est venu, il est intervenu, il dit non, laissez les juges faire leur travail. Le dossier est à la justice. C'est ce que le Premier ministre Édouard Philippe a dit. Les politiciens ne doivent pas prendre jouer le rôle des juges. Les politiciens ne doivent pas jouer le rôle des juges. In fine, la justice a rendu le verdict. Le ministre, on l'a trouvé responsabilité. Monsieur le ministre, on fait un grand geste de l'autre côté de la baie vitrée. Malheureusement, je crois que nous allons peut-être revenir sur les autres questions. Monsieur Kifouli qui appelle des présumés faux médicaments, ainsi de suite. Également, la conversion dans des grades au niveau de la police républicaine. Nous allons peut-être revenir sur ça. Mettez tout ça au propre et puis on va revenir sur ça. Il n'y a pas de souci, monsieur le ministre. On va revenir sur ça, peut-être avec un autre sujet. Oui, pourquoi pas. Avec un autre gros sujet. Je vous sais, mon ami, mon frère Hospice, je vous sais très, très dynamique, très diplomate. Vous êtes resté derrière moi pendant le bon moment, vous êtes allé me clencher. Bon, il n'y a pas de problème. Mon mot de la fin, je voudrais vous remercier pour le travail de qualité que vous êtes en train d'abattre dans ce studio. Poursuivez dans ce travail de qualité-là. Et je voudrais aussi remercier les auditeurs qui se sont intéressés à l'émission pour les questions extrêmement pertinentes. Bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. On aura le temps de trouver le créneau pour revenir ici et répondre à ces questions-là. Et je voudrais vraiment demander à nos syndicalistes vraiment de comprendre la situation et de lever les mots d'ordre de grève et que la situation reprenne dans le pays. Je voudrais leur dire que le président ne dort plus. Le président Patrice Talon ne dort plus. Avec cette situation, il ne dort plus. Il n'a plus la sérénité. Il a l'insomnie. Je sais ce qu'est le pouvoir. Puisque j'ai été quand même à un niveau élevé dans le pouvoir. Il ne dort plus. De comprendre ça. Le bien est notre bien commun. Que mettons-nous ensemble pour construire notre pays. Mettons-nous ensemble pour bâtir notre pays. Mettons-nous ensemble pour tirer notre pays vers le haut, pour développer notre pays. Encore une fois, merci. Merci. Que Dieu nous garde. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc avec ces mots du ministre Amos Zizi-Ndoye que nous mettons un terme à cette émission Carte sur table. Monsieur le ministre, vous étiez le 11e invité donc, pour le compte de l'année 2018. Merci d'avoir été là. Merci. Pour ceux qui ont pris cette émission au vol, la séance de rattrapage, c'est pour demain lundi à 15h en rediffusion sur Océan FM. Vous pouvez également la regarder en vidéo sur YouTube et sur www.radio-océanbj.com. Merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné et assisté. Je pense à Parteno Gomez et aux techniciens de Urban FM de Parakou. Ici à Cotonou, Rock Boton Redo assure la mise en onde. Chrisbel Moncho de la rédaction pour la synthèse et puis Cécile Adjebi, représentant le quotidien, le matinal. C'est Miati Yessoufou pour la caméra de Océan Télévision. Vous voyez, c'est un grosse équipe. Grand merci également à vous, amis auditeurs et téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Sachez que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Moi, c'est Hospice Khounou de Dravo. Merci et à dimanche prochain. Au revoir.